Sur Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette. L'émission Aracaille du 9 février 2021, consacrée pour sa partie artistique à Teresa Lockman, une graveuse tchèque, mais une bonne, pas une petite graveuse à 2 balles, une bonne graveuse, voilà. Et puis aussi, sera présenté par ma camarade Piquet-Cou, Claude Isner, son dernier livre à Claude Isner, qui est un pseudo, qui camoufle, qui plante, qui cache, qui dissimule 2 écrivaines, 2 frangines, Laurence et Liliane, et aussi la galériste chez qui Teresa Lockman expose ses œuvres. On va vous passer cet entretien avec Teresa Lockman qu'on a donc eu dans la galerie Le Kaléidoscope rue Chapon. Donc voilà la première partie de l'entretien. Bonjour Teresa, voilà la petite équipe d'Aracaille est ravie de vous rencontrer là à la galerie Le Kaléidoscope pour votre exposition Rencontre du 3e type. Alors vous êtes une jeune artiste tchèque et après des études à l'école supérieure des arts appliqués de Prague, l'art académique vous a rebuté et vous avez décidé de venir à Paris lors d'un projet Erasmus. Alors, l'art contemporain, ça peut être que ça, très minimaliste et conceptuel. Donc ça, c'est vraiment considéré comme... donc c'est un peu difficile après pour tout ce qui est figuratif. Et pourtant, il y a quand même des très bons peintres et graveurs et dessinateurs qui sont dans la figuration et qui sont quand même assez contemporains, ou ce qu'ils font, c'est assez actuel. Mais il n'y a pas beaucoup de réseaux, justement, je trouve, de diffusion. En tout cas, pour moi, je me sentais beaucoup mieux, je me sens toujours beaucoup mieux acceptée en France avec ce que je fais qu'en République tchèque. Et je suis partie aussi, une raison pour laquelle je suis partie, c'était pas la seule, mais entre autres, c'était que je n'étais pas du tout contente à mon école. J'ai fait les études d'illustration à la base, à Prague. Et c'est un enseignement qui est très limitant en fait. On nous montrait jamais des références. En fait, on avait un échantillon des références assez restreint. Et c'est seulement quand je suis venue en France que j'ai vu que toute une richesse des styles est possible et que toute une richesse des approches différentes. Voilà, et aussi j'ai senti une attitude beaucoup plus positive et ouverte vis-à-vis de l'art en général en fait. Vous êtes encore toute jeune, c'est ça? Donc il y a combien de temps que vous êtes arrivée en France? À quel âge? J'avais 24 ans, 23 ans quand je suis venue en Erasmus. Bon là ça fait 6 ans que je suis ici. Vous êtes passé par cette école d'art là qui est sur les quais là, Cité internationale. Voilà, des arts. Non, j'étais jamais. Non. J'ai postulé, mais j'ai pas eu la chance d'être. Vous avez peut-être eu la chance de ne pas y aller. Je sais pas. Je sais pas, mais j'ai fait les Beaux-Arts de Paris, Bonaparte. Et je suis rentrée en 3e année. Donc j'ai jamais fait là-bas les cours des bases, des techniques, je sais pas, classique, morphologie. Ça j'ai pas fait. Je l'ai déjà fait à Prague depuis que j'avais 15 ans, parce qu'on a des lycées d'art plastique. Je pense que c'est là-bas où j'ai vraiment appris les bases du dessin et de la morphologie et un peu de modelage aussi, des choses comme ça. Ensuite, à l'école des arts décoratifs ou des arts appliqués à Prague, ça m'a apporté rien du tout. C'était vraiment des années perdues. Mais grâce à ça, je suis venue en France. Parce que je n'étais pas contente là-bas. Et puis, aux Beaux-Arts, c'était presque, pour moi, ce n'était plus trop les années c'était les années de formation, mais j'avais déjà quelques bases et j'ai pu, en fait, la chance c'était que j'ai pu faire un peu ce que je voulais, et puis j'avais plein de nouvelles références que les profs me donnaient, que je connaissais pas, donc j'élargissais mon univers.
Et je pouvais, en même temps, j'avais la liberté d'explorer ce que je voulais, de la gravure sur bois en grand format, un peu expérimental et tout ça. Ouais. Et justement, alors donc, on vous voit dans le film, vous n'avez pas de presse, hein, vous avez un objet qui sert à tamponner. Là, vous pouvez nous parler un petit peu de cet objet? En fait, cet objet, c'est un outil qui s'appelle presse à billes, presse au roulement à billes. C'est japonais, non? Non, c'est tchèque. Ah ouais? Oui. C'est un graveur tchèque, un artiste qui s'appelle Miloš Slama qui fabrique cet outil. Et en fait, il y a le système japonais du barène qui est assez connu. Là, vous l'utilisez? Moi, ce que j'utilise, c'est pas une barène, mais c'est la presse au roulement à billes. Parce que dans une barène, il n'y a pas des billes, c'est c'est très simple, c'est un objet avec lequel on frotte. Alors que le roulement à billes, donc on peut dire c'est un barème perfectionné. Et en fait, ça permet une pression plus grande. Donc on peut imprimer avec ça même ce qu'on appelle la taille douce, donc toutes les techniques sur le métal. Oui. Mais a priori, moi je fais pas trop ces techniques-là. Je fais la taille d'épargne, donc le lino et le bois. Et pour ces techniques-là, cet outil est très bien, surtout pour les grands formats, parce qu'on peut s'en servir sans limite de format. Ah oui, c'est étonnant, c'est extraordinaire. C'est juste physique, quoi. C'est physique, mais comme il y a des billes qui facilitent toute la pression, on n'a pas besoin de beaucoup appuyer. Avant, j'imprimais avec des cuillères en bois. Alors là, c'était physique. Mais là, dans le film, vous le faites aussi, vous le montrez. Aussi, ouais. Et vous pourrez vous donner quelques adresses ou quelques moyens de pouvoir retrouver cet outil magique? Oui, je ne sais pas si c'est pas de la publicité. Moi, alors ça s'appelle Slama Press, S-L-A-M-A, Press. Le site c'est slamapress.com. Maintenant, ça existe en français aussi. Et voilà, on peut commander cet outil sur le site, et sur le site il y a toutes les astuces, tout est expliqué, comment ça fonctionne, pour quelle technique. Et il y a aussi des vidéos sur YouTube de fabricants de la presse qui s'appelle Miloš Slama. Votre camarade? Mon compatriote voilà, que j'ai connu grâce à cette presse dont je me sers depuis quelques années. Ah, je trouve ça extraordinaire, l'économie de moyens. C'est vrai, parce qu'une presse, ça coûte la poule. Bon, bref. Et puis bon, il faut le faire, c'est un truc quand même assez technique, puisque là, on passe ça. Mais c'est aussi un outil qui permet d'être un artiste nomade. Oui. J'ai toujours voulu pouvoir me déplacer. Je sais pas, moi depuis le début, les grandes presses de gravure qui sont assez impressionnantes, je trouvais ça toujours trop encombrant en fait. On a besoin d'un espace en plus dans l'espace d'atelier. Déjà à Paris, on est assez limité par tous les espaces disponibles qui sont souvent petits. Donc ça permet d'économiser l'espace et les moyens et voyager en faisant de la gravure. Et du coup, vous réancrez à chaque fois? Comment ça se passe, non? Oui. Comme pour de la gravure classique, il faut réancrer à chaque fois. Ouais. Ça, c'est seulement un outil qui permet à imprimer, faire de la pression. Je suppose que ça coûte pas le prix d'une presse normale. Non, c'est sûr que non. Après, c'est un outil qui est quand même bien fait, bien conçu, et il y a aussi le côté un peu design. C'est livré dans une caisse qui est en fait les deux caisses. Il y a une petite version et une grande version, et les deux caisses peuvent être rassemblées d'une manière assez esthétique pour être posées sur un bureau ou accrochées au mur. Donc c'est un bel objet aussi. Si vous pouvez faire ces estampes, c'est parce que vous avez rencontré cet objet magique. Pour moi, c'est clairement en plus. Parce que ça me permet aussi une chose qui n'est pas dans la gravure classique, c'est pas très apprécié, mais moi justement j'aime bien travailler avec ça.
c'est que on peut garder certains endroits qui vont être un peu effacés ou pas très bien imprimés dans le sens bonne impression comme il faut dans la gravure classique. Donc ça me permet d'expérimenter avec ça, ou même garder certains endroits où on voit un peu les traces. Ça, c'est des traces que la presse fait si on ne passe pas assez du temps en fait, à frotter la surface. Et ça, c'est un sacré travail quand même là, pour arriver à une estampe comme ça, non? C'est long, non? C'est long, ça dépend. Pour graver, oui. Après, c'est plus intense que long. Moi, souvent, je vais assez vite, mais ça peut être des journées complètes où à la fin, je vais être complètement épuisée, tomber dans mon lit. C'est ce que j'aime bien. Dans le lit, c'est bien. Et alors, vous êtes, j'ai regardé un peu votre bio, vous êtes pas mal baladé quand même dans le monde, c'est ça, non? Oui. Ça a été des sources d'inspiration, j'imagine? Oui, c'est sûr. Moi, surtout, mon dernier grand voyage, c'était les Philippines en 2018, 2019. Et en fait, j'y étais en résidence d'artiste. C'était ma toute première résidence. Quand je suis sortie de l'école, j'ai cherché qu'est-ce qu'on peut faire. Et j'ai tombé sur un appel à projet pour une résidence aux Philippines. Ça, c'est pas ordinaire. Ça a été organisé par une structure lyonnaise qui s'appelle la Taverne Gutenberg. Et donc, sans les connaître, sans aller à Lyon, je suis allée directement aux Philippines. J'y ai passé 2 mois et c'était un voyage extraordinaire qui m'a permis aussi de voir un autre monde, un autre univers. Et vous connaissiez un peu la culture, ou vous êtes rentré, vous avez tout découvert sur place? J'ai tout découvert sur place. Ouais. J'ai essayé de me renseigner un peu avant d'y aller, mais pour moi quand même c'est la rencontre personnelle qui est la plus importante, ou directe, se laisser vraiment imprégner par l'environnement. Je suis plutôt dans ça que dans la lecture ou dans les recherches théoriques en fait. Donc c'était vraiment ce voyage-là en fait qui m'a après aussi donné envie de découvrir plus de la culture, mais je suis pas une spécialiste. Ouais. Vous avez le temps de vous balader un petit peu là-bas? Oui, surtout pendant le 2e voyage, parce que je suis revenue depuis. Et aussi, j'ai eu de la chance d'être avec des artistes philippins, en fait, en résidence. Donc, je me suis pas retrouvée dans un milieu entouré par des expats, ce qui est souvent le cas pour les étrangers, et surtout pour les Européens et les Américains. Mais j'ai pu voir la culture un peu plus de l'intérieur, même si pas assez encore. Donc c'est pour ça que j'aimerais. Il y a un artiste français qui s'appelle Guy Rosa, qui, vous connaissez peut-être, qui se balade dans le monde entier justement et qui rencontre les graveurs ou la manière dont les gens du cru travaillent. Il a fait un tour du monde avec des techniques où il apprenait des techniques dans chaque pays. Tout à fait. J'ai vu ça. Ça, vous faites la même chose. Non, je ne suis pas aussi organisée pour vouloir faire vraiment un tour de monde, mais ce qui m'intéresse, c'est plus vraiment de réagir à des occasions qui viennent, qui se présentent souvent sans être vraiment prévu. Après l'année suivante, après les Philippines, je suis allée aux États-Unis en Caroline du Sud, travailler chez un artiste qui est en fait connu dans le monde de l'art brut plutôt. C'est Georges Weidener. Et j'ai passé 5 semaines comme assistante. À graver du bois ou à faire de la gravure sur bois? Non, ça c'était plutôt du dessin. Et quel est votre regard justement sur cet outsider brut, papa? Moi j'étais
pendant mes études surtout, j'étais très fascinée par ça en fait. Et j'essayais de trouver est-ce qu'il peut y avoir un lien entre l'art soi-disant officiel ou instruit, comment dire, de ceux qui sont passés par les écoles, les artistes formés et l'art brut. Et c'était assez difficile de trouver un équilibre ou de trouver des passerelles entre les deux. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est de plus en plus possible. Et j'ai fait mon mémoire pendant mes études sur l'art brut aussi, mais sans vouloir vraiment écrire, parce que je me sens pas assez sûre en français. Et puis, j'étais plus intéressée par ce que les gens vont me dire, donc j'allais à l'encontre des artistes ou des professionnels de ce monde-là et je les ai interrogés, donc c'était des entretiens avec des artistes et d'autres gens autour de l'art brut. Et je reviendrai vers Picasso qui disait que toute sa vie il avait cherché à redevenir un enfant, c'est-à-dire de désapprendre tout ce qu'il savait. Voilà. Et je pense que vous avez très bien défini votre approche de l'art brut. Voilà, c'est vraiment ça. Il n'y a plus de formation, il n'y a plus rien il n'y a rien de mercantile non plus. Souvent, les artistes. C'est ça qui est bon. Ouais, voilà, c'est ça. Et on peut se poser la question si c'est pas ça l'essence de la création. Oui, je pense que ça devrait l'être. Parce que si ça. En fait, ça risque parfois de partir petit à petit, de s'échapper, et puis il reste quelque chose d'assez vide ou commercial. Et c'est là où ce n'est plus, il n'y a plus l'essentiel. Et justement, si je voudrais toujours garder ça en fait, ma motivation de base pour créer quelque chose. Ça ne devrait pas venir de l'extérieur, mais de l'intérieur en fait. C'est presque une nécessité intérieure. Et c'est ça que j'admirais aux artistes bruts, ou qui sont soi-disant artistes bruts. Oui, soi-disant, oui, parce que eux ne le font pas exprès d'être bruts. Il n'y a rien de volontaire dans leur travail. C'est simplement, ils ont une espèce de comment dirais-je, d'entrain enfantin à mettre des couleurs, à mettre des formes, etc., voilà, sans penser une seule seconde à ceux qui vont regarder leur travail, à ceux qui vont... Voilà, et puis... Alors, sauf que maintenant, il y en a qui pensent aussi. Oui, peut-être, parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas, à propos de cet art soi-disant brut, c'est que ça devient vraiment... quand l'art contemporain a foutu la patte dessus, voilà, ça devient un espèce de truc très, 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 très à la mode. Aussi, oui. Ça peut être aussi bien pour certains artistes bruts, parce qu'ils ont quand même... je pense qu'il y en a qui voudraient être plus visibles. Oui, bien sûr. Je m'en allais chercher des oies du côté de fouiller les oies à bicyclette. Soudain qui vois-je devant moi une belle fille au frais minois à bicyclette. En arrivant à sa hauteur, j'y fais un sourire enchanteur à bicyclette. Elle rit aussi, on parle alors, et elle me dit dans nos transports à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Avez-vous fait le tour de France? Non, mais j'ai fait des tours, des contours, et même d'autres tours. Des tours de quoi qu'elle me dit, des tours de vélo d'hardi. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur? Vous parlez d'un raisonnement? Coureur. Enfin, ça fait rien. Bon. Dans les champs chantaient les grillons, le soleil dardait ses rayons de bicyclette. Elle voulait que je chante un brin, mais à cela j'ai mis un frein de bicyclette.
près d'un tournant, il y avait un bois où l'on se dirige à ma foi. À bicyclette, à bicyclette. Mais comme elle roulait près de moi, voilà qu'elle me fait presque à mi-voix. À bicyclette, à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Vous savez faire la cour? Oui que j'y réponds, car pour de ce qui est faire la cour, je la fais chaque jour. La cour est qui me dit? La cour de la ferme, pardi. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur? Ou pas un raisonnement? Il fallait pas qu'elle soit intelligente pour toujours dire ça. Enfin, bon. Dans le bois, j'y disais, voyez donc, sans boussole, nous guidons. Des bicyclettes. Mais elle répétait pleine d'ardeur que j'étais un coureur. À bicyclette, bicyclette. Je l'étais pas, ça s'est couru, mais alors je le suis devenu. À bicyclette, mon de là, je peux pas rien le dire. Et comme je courais vers le but, voilà qu'elle me fait comme au début. À bicyclette, mon de là, à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. J'irai 10 ans courant, car je continuais de courir vers le but à conquérir. Vous êtes au courant. Mais à force de courir, parcourir, discourir, vélo s'est dégonflé et je suis pas arrivé. Moralité, rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'était À bicyclette, interprété par Bourvil. Alors, on peut expliquer rapidement pourquoi À bicyclette, parce que Teresa, lors de sa résidence à Antibes au musée Picasso, a récupéré un pneu de bicyclette et s'en est servi avec de l'encre pour imprimer donc ces estampes. Oui, une impression aléatoire. Elle lançait le pneu cranté avec barbouillé d'encre, comme on le fait quand on veut imprimer un bois ou une lino, et elle faisait rouler comme ça sur un grand format de papier, et ça laissait son empreinte complètement aléatoire, et c'était intéressant surtout le geste qu'elle faisait de cette manière, parce que pour l'impression, elle aurait pu se servir d'autre chose pour faire une impression semblable, mais c'était assez ludique, assez marrant, voilà. Et puis dans le musée Picasso à Antibes, où elle était en résidence, il y avait quand même une correspondance avec un peu la folie de Picasso, qui lui utilisait tout ce qui pouvait lui tomber sous la main pour construire des œuvres, etc. Voilà. Donc il y avait quand même une cohérence dans tout ça. Voilà, là on passe à la deuxième partie donc, de cet entretien. J'ai vu dans une œuvre, là, vous utilisez vos anciennes attestations, donc vous avez bien récupéré, c'est ça, des papiers, des choses... Oui, c'était à Antibes, quand j'étais en résidence, c'était le début de confinement, et il n'y avait pas encore une attestation qu'on pouvait faire sur portable direct, et j'avais pas une imprimante, donc j'ai écrit à la main. Et au début, ça m'embêtait, et puis je me suis dit un jour, mais peut-être que ça peut devenir quelque chose, ça vaut la peine de les garder et vraiment de recopier à chaque fois le texte. Là, vous avez le droit d'aller mettre les pieds dans l'eau, c'est ça? Vous allez vous promener sur la plage. Ah oui, là, pendant une très longue période, on n'avait pas le droit de ne pas mettre les pieds sur la plage. C'est vrai que c'est interdit les plages. En fait, les plages étaient fermées pendant un mois et demi ou 2 mois. C'est vrai, ouais. Donc, il y avait un côté absurde en fait, être au bord de la mer, ne pas pouvoir y mettre les pieds et puis rédiger en bout de papier pour pouvoir sortir à chaque fois. Après vous avez pu, parce que alors, si j'ai bien compris, cette exposition s'appelle Rencontre du troisième type, et donc dans le film on vous voit qui mettez les pieds dans l'eau et on voit l'empreinte de vos pieds. Vous en avez fait une gravure là, c'est ça? Oui. En fait, il y a des empreintes du troisième type. Ah oui, aussi. Mais en fait, ça va ensemble, comme ça. Ah oui, d'accord. Vous l'avez ici encadré. L'idée, c'est que 7 plus 3 doigts, ça fait 10. Ouais. Donc, c'est peu importe si on a 7 doigts sur une main et 3 sur l'autre. Non, mais c'est ça qui est intéressant, enfin, dans l'entretien qu'on a en ce moment, c'est que on a l'impression, vous recherchez en fait à vous libérer
de tout ce qui a une connotation classique, formelle ou voilà, conventionnelle, etc., etc. Et pour moi, c'est comme ça qu'on reconnaît vraiment si un praticien de l'art est un artiste ou seulement un praticien, quoi. J'ai quand même, en fait, je pense que j'ai quand même une base technique assez classique. Oui, mais vous avez l'air dans votre discours, en tout cas, de rester un peu en retrait de toutes ces choses conventionnelles. Vous essayez de vous en échapper, en tout cas. Enfin, peut-être que j'essaie d'exprimer de manière classique quelque chose qui n'est pas classique. Oui, là, on atteint quand même un point de... Et alors, cette montagne sacrée, elle est aux Philippines ou elle est... non, alors ça c'est Antibes aussi. C'est Antibes, d'accord. En fait, pourquoi la montagne sacrée C'est pas d'après le film mythique là, d'un... Oui, c'est un film de Jodorowsky. Voilà, c'est ça. D'un côté, c'est un peu hommage à Alejandro Jodorowsky, comme on dit en français. Et en même temps, en fait, il y a une référence, dans ma tête, il y a une référence à une légende tchèque. Mais l'image initiale, c'était les filets de pêche dans le port d'Antibes. En fait, c'est un objet que je trouvais assez beau et que personne ne remarque comme ça. C'est juste un tas qui a aucune forme, des filets et des algues et des cordes. Et donc je l'ai pris en photo et en fait pour moi c'était une montagne sacrée. Parce que si on l'imaginait dans une échelle beaucoup plus grande, on pourrait imaginer que les filets c'est comme des chemins qui vont nous amener jusqu'au sommet, mais qui vont aussi nous amener à l'intérieur de la montagne. Et c'est justement là où ça rejoint la légende tchèque, parce qu'en fait, le fait de rentrer dans une montagne où à l'intérieur il y a quelque chose il y a un trésor en fait, il y a une richesse à laquelle on s'attend pas, et puis ça brille et ça nous éblouit, et il y a plein des reflets. En fait, dans la légende, c'est une jeune femme. Une paysanne qui se promène dans la forêt avec un tout petit bébé, son bébé, et tout d'un coup elle voit devant elle une grotte dans une colline qui s'ouvre. Elle rentre dedans et puis il y a un trésor, il y a de l'or et des diamants, et elle est éblouie par tout ça, elle n'a jamais vu ça toute sa vie. Elle se dit, si je prends juste un petit morceau, je pourrais vivre comme une reine. Et puis elle commence à prendre plein tous les sacs qu'elle a sur elle, elle va tout remplir, et jusqu'à qu'elle ne peut plus rien prendre, elle sort de la grotte. Et là, elle se tourne et elle se rend compte qu'elle a oublié son bébé dans la grotte. Et la montagne, elle s'est fermée entre-temps. Et en fait, les villageois de cette région, ils savent ils connaissent l'existence de cette montagne sacrée. Ils savent que elle s'ouvre une fois par an. Et donc il faut attendre jusqu'à l'année prochaine. Donc elle va vivre dans une inquiétude et dans la peur énorme pour pouvoir retrouver son bébé. Et puis elle ne sait pas est-ce qu'il a encore en vie, et donc elle ne peut pas du tout profiter de toute cette richesse parce qu'en fait la vraie richesse, c'est le bébé. Et puis ça, à la fin, ça a une fin heureuse. Donc elle y va, dans un an, elle retrouve son enfant comme si c'était hier, parce que c'est une montagne magique. La montagne lui rend son bébé. C'est là où elle retrouve le bonheur. Et elle ne lui redemande pas son trésor, on ne sait pas qu'est-ce qui est devenu le trésor, mais elle en a pas profité. Ouais. Elle a compris que c'est pas ça le trésor. Moi j'aime beaucoup les histoires populaires où on retrouve des choses un peu archétypales.
des contes de fées, où je pense qu'il y a vraiment du sens de les raconter, de les transmettre de génération en génération, sans forcément y tirer le moral, parce qu'après on peut interpréter un peu comme on veut, en fonction de ce qu'on veut y voir. Moi, je suis plus fascinée par l'image de la montagne qui s'ouvre et qui se ferme que par la morale. J'ai appris que vous avez travaillé avec les xérographes par Florence. Et alors, c'est une petite maison d'édition, c'est ça? Vous avez travaillé avec eux, vous avez fait des illustrations? En fait, ça fait 7 ans ou 8. C'était vraiment au tout début, quand j'étais en France, en Erasmus encore, à l'école des arts décoratifs. Après, j'ai un peu continué parce que j'ai vécu dans le quartier. Et après, malheureusement, je suis partie du quartier, donc j'ai perdu un peu le lien. Mais donc en 2013, ils ont publié un petit livre que j'ai fait pendant mes études en Erasmus, aux Arts Déco de Paris. Et c'était les entretiens avec les différentes personnes qui sont venues des autres pays s'installer en France. Qui en avait, qui était, je voulais avoir au moins une personne de chaque continent, en fait. Et après, c'était des entretiens très libres, un peu bruts, où je transcrivais mot par mot ce que les gens me disaient, et puis je dessinais un portrait. Et donc souvent, ça partait un peu dans tous les sens, mais je voulais garder l'authenticité de ces récits. Donc j'étais très contente à cette époque pour ça, parce que c'était magnifique d'avoir un livre publié en France, alors que justement à mon école où j'ai étudié illustration à Prague, ça n'intéressait personne. Donc après je suis rentrée avec ce livre toute contente et fière, et non, ça n'a pas été bien accepté. Moi j'ai un bouquin de contes pour enfants qui est illustré par un Tchèque et qui est magnifique. Enfin, j'ai toujours été un peu... Vous savez comment il s'appelle Vous avez remarqué au cours de cet entretien que ma tête est un peu vide. Non, je me souviens pas, mais je sais que c'est... Moi, j'étais... il n'y avait pas du tout ça en Europe, quoi. Voilà, c'est à cette époque-là, mais surtout pas en France. Parce que maintenant, l'illustration jeunesse est un peu plus créative, mais... je parle dans les années 60, 70, 70, 80. Mais ça a changé depuis cette époque. Oui, bien sûr. En fait, ce qui se faisait dans les années 60, même dans l'animation, par exemple. Oui, tout à fait. C'était la qualité, elle était vraiment très haute, et puis c'était connu en France aussi. Oui, tout à fait. Et je pense que c'était un peu l'âge doré d'illustration, animation et tous ces domaines. Et aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que les artistes veulent évoluer, mais ils ont pris un peu une mauvaise direction. Ou parfois, après c'est un avis individuel, comment chacun le voit, mais ce n'est plus de tout en fait ce qui se fait aujourd'hui ou ce qui est enseigné à l'école des arts appliqués à Prague. Je dirais il n'y a pas beaucoup de liens avec les années 60. Dans illustration, dans animation peut-être un peu, mais quand même c'est normal après que si l'époque change, et puis ça a changé en République tchèque beaucoup après la chute du mur et la fin du communisme aussi, donc la société elle est très différente aujourd'hui, on peut dire que ou le mode de vie et tout, donc bien sûr que ça influence aussi les artistes. Bien sûr, c'est dommage parce que... Enfin, en même temps, c'est un peu normal. Il y a aussi des choses de grande qualité qui se font. Je pense que l'apport du numérique, peut-être aussi, de tout ce qui est le numérique aussi, bien sûr, ça doit aussi bien pas mal bouleverser. Et vous avez des projets? Oui, des projets futurs. Artistiques, futurs, voilà. Matrimoniaux. Alors en ce moment, je fais une commande d'un relief sur bois qui va être
à la fois un objet utile, à la fois ça va être quand même une pièce. J'ai pas trop envie d'en parler avant que ça soit. On respecte complètement. Sinon, j'ai aussi un projet de livre avec l'édition Almanar. En fait, c'est un livre par un poète Emmanuel Mose, qui a écrit le texte, les poèmes, et il y a des tirages courants, une édition normale, comment dire. Et après, à côté, il y a des tirages, ce qu'on appelle des tirages de tête. Et donc moi, je vais numéroter, etc. Numéroter, voilà. Donc c'est une édition de luxe. Je vais intervenir directement dans chaque édition avec des gravures et peut-être rehausser en peinture. Donc en ce moment, j'ai ces deux projets-là. Donc plutôt ici en région parisienne. Plutôt en région parisienne. Après. J'ai un autre projet, c'est aussi de commencer les cours des pratiques amateurs aux Beaux-Arts de Paris qui vont ouvrir, espérons, en mars. Il y avait toujours des cours des pratiques amateurs aux Beaux-Arts. Et là, ils ont décidé d'élargir le champ et en fait, ils ont engagé des anciens étudiants pour devenir prof des pratiques amateurs. Donc, voilà, et ça sera ouvert à qui? Tout public, des adultes. Et peut-être des adolescents aussi, mais plutôt à partir de l'année prochaine. Vous voulez rajouter quelque chose? J'ai embrassé tout le monde, surtout mon copain qui est en République tchèque. Qui devrait venir dans pas longtemps. Et il est lui-même artiste? Il est réalisateur dans le film documentaire, donc plutôt des projets documentaires. Teresa, merci de nous avoir consacré tout ce temps. J'espère que on a donné envie de venir voir votre travail. J'espère que c'est un temps qui sera utile pour vous. Merci beaucoup. C'est sûr. Voilà la deuxième partie de l'entretien terminée. On parle souvent dans nos discussions là d'un petit film. En fait, c'est un petit film de 4 minutes qui a été réalisé en février 2020 par Christopher King quand Teresa était en résidence au musée Picasso. Donc, vous pourrez le voir parce qu'il y a le lien qui est sur le site de la galerie que je mettrai sur le blog. Voilà, maintenant on va laisser la parole à Marie Degnaud qui va nous parler un petit peu de Teresa et de sa rencontre avec cet artiste. Oui, Marie Degnaud qui est la galeriste de cette expo Vagabond. Bonjour Marie. Bonjour. Donc on vient de découvrir le travail de Teresa qui nous a longuement parlé de ce qu'elle a fait. Donc on est dans ta galerie, cette galerie itinérante Vagabonde, le Kaléidoscope. Est-ce que tu veux ajouter un petit mot, nous parler de Teresa, de ton travail aussi rapidement, de galerie, je sais pas. Alors pour ce qui est du travail de la galerie, c'est un travail classique, sauf que pour le moment effectivement j'ai fait le choix d'être nomade, c'est-à-dire de changer de lieu en fonction des projets, en attendant peut-être de pouvoir me fixer définitivement quelque part, mais j'espère que ça va m'amener dans différents lieux de Paris et j'espère aussi même de France ou d'Europe. Ça pourrait être une chance dans ces cas-là que de ne pas avoir de lieu fixe. Et puis, en ce qui concerne Teresa, ce qui est quand même le plus important, c'est les artistes et ce qu'ils nous offrent. Et c'est vrai que Teresa, ça a été une très belle rencontre pour moi parce j'ai découvert son travail à l'occasion d'une exposition à la Villa Emery où étaient présentés plusieurs artistes nominés pour une bourse. Et j'ai identifié, pour moi, son travail m'a tout de suite parlé. Et c'est une belle découverte, et une belle découverte qui dure parce qu'en fait, les artistes créatifs et imaginatifs comme Teresa, on nous emmène dans des endroits que l'on ne connaît pas, vers des œuvres d'artistes qui les inspirent et qu'on est amené à découvrir. Alors, elle me parle d'un texte de Kafka que je ne connaissais pas, sur Odradek, puisqu'on a une très jolie petite œuvre à partir d'un texte de Kafka qui ne fait qu'une page et qui est un magnifique petit texte. Et donc voilà, elle s'inspire de ce genre de choses. Ou alors elle va me parler là, elle vient de travailler avec un poète qui s'appelle Emmanuel Mose, dont elle a illustré le dernier recueil. Donc c'est vraiment c'est des enrichissements en permanence grâce à ces artistes vivants qui sont curieux de tout et qui s'inspirent des autres artistes et de tout ce qu'ils regardent. Donc en plus, Teresa, ce que je trouve formidable, c'est qu'elle
elle a l'air très timide comme ça, mais en fait elle a un contact finalement assez facile et assez avec toutes sortes de gens. Quand elle est en résidence à Antibes, elle va sur le port, elle rencontre les pêcheurs. Elle a même fait une œuvre que je n'ai pas encore vue, je crois. Si, je crois que je l'ai vue à Antibes, avec le moulage d'une oreille d'un pêcheur du port d'Antibes. Donc voilà, elle est vraiment dans la rencontre jusqu'au bout, quoi. Enfin, elle nous en a pas parlé, elle nous a parlé de sa montagne sacrée, mais elle nous a pas parlé de l'oreille du pêcheur. En fait, la gravure, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il y a plein de correspondances comme ça avec des mots sympas. Enfin, comment dire, la gravure, c'est une rencontre aussi, c'est un procédé de rencontre entre un support et une matrice, et ça crée quelque chose de beau. Et en fait, Teresa, elle est aussi dans la rencontre, mais pour le coup, la rencontre humaine. Et c'est pareil, elle rencontre, et puis elle, de même que la matrice va donner de l'encre, et voilà, enfin, il y a un échange. Et Teresa, c'est pareil, elle s'ouvre à ce qu'elle rencontre, et il y a un échange entre elle qui amène quelque chose aux autres, et les autres qui vont lui apporter aussi leur simplicité, leur monde, leur culture, etc. Donc tout ce plaisir à l'exposer et à la faire venir dans ta galerie. Et effectivement, nous avait découvert ton lieu avec l'exposition Mao Tolai, donc ça c'était, on va dire, le monde d'avant, puisque voilà. Et en juillet dernier, donc c'était entre deux confinements. Entre deux confinements, exact. Et donc après, tu as des projets, parce que finalement, ça fait la deuxième fois que tu es dans le même espace. Alors, c'est très dur d'avoir des projets, en tout cas de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir les réaliser. Donc tous les 2 jours, je refais mon planning de l'année en me disant, ah non, peut-être qu'en fait, il ne faut pas que je fasse ça à tel moment, il faut que j'attende tel mois pour pouvoir... Donc, pour le moment, ce que je projette, c'est de faire une autre exposition dans ce lieu au 8 rue Chapon avant l'été. Il faut aussi que je participe à 1 ou 2 foires dans l'année, parce que c'est vraiment des lieux qui sont devenus très importants pour rencontrer les publics. Beaucoup de publics en fait se pressent dans les foires, et en faisant Art Paris au mois de septembre dernier, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient là présents, beaucoup plus que dans les galeries quelque part, malheureusement, parce qu'on est bien installé dans nos galeries. Et puis après, je vais continuer à promouvoir aussi les artistes qu'on appelle de la nouvelle figuration, comme Mao Tolai et comme Marie-Ange à Greenberg, qui sont des artistes encore trop méconnus à mes yeux et aux yeux aussi de beaucoup d'amateurs, et qui avaient un message politique, social, sur la condition humaine en tout cas, et c'est un message c'est une peinture encore vraiment d'actualité. J'espère bien continuer à la défendre prochainement. Écoute, dès que le virus nous le permettra. Bon, écoute, merci beaucoup. On espère que donc beaucoup de gens pourront venir jusqu'au 28 donc c'est au février. 8 rue Chapon jusqu'au 28 février si tout se passe bien, et c'est ouvert tous les dimanches après-midi. Voilà. Donc merci beaucoup, Marie. C'est d'abord un soupir qui descend des mansardes. Chanson, un murmure, un écho pour les cœurs qui bavardent. Et puis, un beau jour sur les ailes du vent. Chanson, tu fais le tour du monde, tournant sans fin, couplets et refrains, font une immense farandole. Puis je m'en vais cueillant en bouquet toutes ces chansons qui s'envolent. Chansons qu'un poète a lancées comme un éclat de rire. Chansons qu'un marin fait claquer à l'avant d'un navire. Chansons d'une cloche au vieux pays natal. C'est toi qui fait rêver le monde. Puis nous garçons apprend la chanson qui met le soleil en musique. Nous danserons devant nos maisons et la vie sera magnifique. Chanson des beaux soirs de Saint-Jean à la fête au village. Chanson que le vent des moissons reconnaît au passage. Chanson qui s'endort sous les ponts de Paris. C'est toi qui fais chanter le monde. Oh, chanson vagabonde.
C'était Chanson vagabonde interprétée par Lucienne Delisle. Et maintenant, donc en troisième partie d'émission, on va laisser la parole à Laurence Lefebvre et Liliane Korb, les sœurs Claude Isner, au sujet de la parution de leur dernier livre, Les Nids de l'Hirondelle. Bonjour, Bonjour Laurence. Bonjour Liliane. Bonjour. Voilà, j'ai la chance d'être accueillie dans l'antre de Claude Isner. Alors Claude Isner, c'est deux sœurs, c'est Laurence Lefebvre et Liliane Korb. Et voilà, c'était un grand plaisir d'être assise à leur table de salle à manger pour pouvoir présenter leur dernier livre qui vient de sortir il y a une semaine ou deux, c'est ça ? Début janvier. Début janvier, voilà, qui s'appelle les Nids de l'Hirondelle et qui est la 4e aventure de Jérémy Nelson. Alors, Laurence, tu veux bien nous présenter un peu ce Jérémy Nelson ? Eh bien, Jérémy Nelson est un pianiste de jazz qui vient de New York. Il est arrivé en France dans les années 20. Là, on est en 1925. Et dans les 3 premiers épisodes, disons, il est à la recherche de son père. Il va savoir des choses sur son père, mais je ne veux pas révéler. Et puis dans le 4e, on sait déjà ses origines, il a de la famille en Angleterre, je ne dirai pas non plus leur nom, tout ça est très mystérieux. Et il est à Paris, dans un Paris qui est très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui, un Paris encore populaire, très populaire dans certains quartiers, et il est plongé dans une 4e enquête en 1925. Et cette enquête va d'ailleurs lui faire croiser brièvement une débutante qui s'appelle Joséphine Baker. Donc voilà l'ambiance du livre. Autour de lui, il y a beaucoup de personnages. Il est beaucoup dans une rue qui s'appelle la rue de l'Hirondelle, qui est une petite rue qui est tout près de la place Saint-Michel. Et cette fois-ci, on a centré vraiment pas toute l'histoire, mais une grande partie de l'histoire dans un immeuble. Au 20 bis, précisément. Voilà, dont tous les habitants, on va dire, ont quelque chose contre la propriétaire, une certaine Madame Lequindre, qui va être assassinée. Et c'est un peu à la Agatha Christie, hein, c'est un whodunit. Donc, qui a tué Madame Lequindre ? Jérémy se plonge dans l'enquête, comme d'habitude, un petit peu à son corps défendant, parce qu'il connaît il a un ami qui habite dans cet immeuble et il est amené à l'aider à chercher qui a pu tuer cette dame. Et en même temps, on en profite pour parler de Paris, de la musique et du music-hall et des amours de Jérémy pour une certaine Camille. Voilà, qui n'apparaît que à la fin. Qui n'apparaît que brièvement dans le voilà. livre. Voilà. Ouais. Et donc c'est l'occasion effectivement de se plonger et dans ce Paris effectivement du spectacle, de la variété, du music-hall, de ces petites rues, des quais de Seine, des bouquinistes que toutes les deux vous connaissez forcément très bien. Forcément. Et donc on va croiser, donc une propriétaire, on va croiser le concierge, on va croiser un peintre aussi. Le concierge, c'est une concierge. C'est une certaine Adrienne qui est... On a voulu en faire un personnage un peu spécial, un peu truculent, en même temps très, très attiré par la mode, les belles choses, qui voudrait avoir une vie différente de celle qu'elle mène. Et puis dans cet immeuble, il y a un peintre qui est un personnage un peu dingo, on va dire. Voilà, un peintre cubiste qui fait fait une danse d'initiation, une danse de Bourdieu. Alors il a un modèle, c'est que quand j'ai habité il y a très très longtemps rue Guizard, j'avais un voisin du dessus qui était peintre. Et la première nuit que j'ai passée dans cet immeuble, j'ai entendu un bruit épouvantable au-dessus de ma tête. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, je suis montée voir, c'était un peintre scandinave. Il m'a dit j'ai bu un peu trop de bière ce soir et il dansait dans son appartement. D'accord, d'où l'inspiration, ce qui apparaît dans ce livre. Voilà, c'est ça. On va croiser un chat aussi qui a nom. Alors il y a un chat qui s'appelle Diego, qui est donc confondu avec des peintres. Il y a Diego Rivera et l'autre Diego, je ne sais plus. J'ai retenu Rivera, moi, mais ouais. Voilà. C'est le chat de la concierge, ce chat. Il y a souvent des chats ou des chiens dans nos histoires. Hein. On considère que c'est des personnages aussi importants, les animaux. Donc,
on en parle. Voilà, et d'ailleurs ce peintre a un prénom composé qui doit être inventé, là, j'imagine. Alors, le peintre un peu fou, il s'appelle Thierry Quentin Pélissier. Donc, il a été inventé il y a très longtemps. Je vous dirai pas l'origine des noms de rue, mais c'est souvent quand on se promène, quand on fait un petit voyage. Et il a un prénom double qui nous amusait. Et qui y a-t-il encore dans l'immeuble? Il y a le Monsieur Abel. Il y a Monsieur Abel. Alors Monsieur Abel, c'est pareil, c'est un personnage qu'on avait en tête depuis longtemps, qu'on a modifié parce que le premier personnage qu'on avait écrit, dont on avait parlé, en fait, ça se situait plus tard, et donc il aimait les films d'horreur et de science-fiction, mais des années plus tardives, 40, 50. Là, on a tout remis en arrière. Et donc on arrive à des films des années 25 justement, Les Mains d'Orlac. Il est passionné de tout ce qui fait peur. Et, le cabinet du docteur Caligari. Et puis les robots aussi. Il s'intéresse aux robots, qui sont une invention d'un écrivain tchèque qui s'appelle Karel Čapek. Et c'est Samy, le coéquipier un peu de Jérémy, qui est amené à rencontrer Monsieur Abel et à le suivre jusque vers la Villette où il habite. Ouais. Et d'ailleurs, le cinéma fait aussi partie de votre vie à toutes les deux. Hein. Alors, le cinéma, la première, disons, qui est à faire avec le cinéma de nous deux, c'est Liliane, puisqu'elle a été chef monteuse de cinéma pendant 12 ans, je crois, mais plutôt de documentaires. Et travailler avec des grands même. Elle a travaillé avec des très grands comme Reichenbach, Rouch, Ivens, Chris Marker aussi. Chris Marker, Piala, etc. Mais avant ça, quand elle était une toute jeune fille et moi une petite fille, nous allions beaucoup au cinéma. Parce que dans les quartiers populaires, disons, il y avait beaucoup de cinéma et c'était la distraction la moins chère. On n'avait pas de télé à l'époque. Donc j'ai vu, moi, des films, grâce à ma sœur, qui m'ont d'ailleurs marqué, des films qui font peur. Je pense au Masque du démon. C'est un titre approprié à l'époque que nous vivons. Tout à fait. Et puis, on allait donc beaucoup au cinoche, comme on disait. Hein. Donc on parle beaucoup cinéma dans nos livres. On parle un peu de tout. À vrai dire, c'est un peu tout ce qu'on a envie de dire. On ne se met pas de barrière. Théâtre, cinéma, musique, tout ce qui nous manque tant en ce moment. En fait, c'est exactement. En plus, c'est complètement d'actualité. En plus, c'est ce qui fait aussi le sel de ces livres, c'est qu'en plus de ces quêtes sont prétexte à avoir une foule d'informations sur Paris. Oui. C'est presque aussi un côté documentaire qui est intéressant, quoi. Et ça, c'est grâce à des recherches qu'on fait dans des journaux d'époque qui nous donnent des tas de renseignements. Donc là, on avait besoin de savoir des choses sur les films justement qui sortaient, sur la mode, comme d'habitude. Hein, et puis toute cette série de personnages. Il y a aussi un monsieur, comment il s'appelle ? Il y a monsieur Raymond Tourtel, qui est passionné de bicyclette. Qui est passionné de bicyclette, voilà. Ça part un peu dans tous les sens, mais il y a quand même une ligne directrice. Hein, je vous rassure, il y a un scénario. Ouais. Et donc aussi, il y a un petit restaurant, ce qui nous manque aussi aujourd'hui. Un petit restaurant tenu par un couple avec une femme haïtienne. Voilà, la dame est haïtienne. Elle fait donc des mélanges assez bizarres d'ailleurs de cuisine française et haïtienne. Voilà, on va aussi passer par le jardin du Luxembourg, retrouver ces ambiances de kiosques et de confiseries, ce qu'on trouvait à l'époque. Donc on se promène beaucoup dans Paris, c'est quand même c'est très réjouissant. Je sais pas si tu veux nous lire un petit extrait. Je vais vous lire un petit extrait, qui n'est pas spécialement marqué d'un quartier, enfin si, c'est le quartier de la rue Guizarde. La ville émergeait de la grisaille, les pupilles des réverbères, papillotaient dans les rues où s'aventuraient les premiers autobus. Des régiments de souliers claquaient sur les trottoirs, des corps engourdis luttaient contre la fatigue, et des yeux mal dessillés contemplaient une nouvelle journée de travail. Jérémy releva le col de son veston. Il y avait une trotte de la rue Guizarde à la rue de l'Hirondelle. Il évita les quais de la Seine, trop exposés au vent frisquet, et suivit le lacis d'étroites voies silencieuses jusqu'au boulevard Saint-Germain. Un soleil craintif refoulait les ombres, la vie diurne reprenait son cours,
Les garçons de café installaient chaises et tables sous des auvents de toile. Les automobiles entamaient leur concert de klaxons. Ça, c'est une petite idée du Paris, mais qui pourrait être aussi celui des années 50 ou 60. Ouais. Et là, ce qu'on ne sent pas dans ce paragraphe-là, mais il y a les deux dans votre bouquin, ça j'aime, c'est aussi tout un vocabulaire un peu d'argot parisien. Donc, si tu veux bien nous en lire un extrait, Laurence. Jérémie ouvrit sa main sur l'objet ramassé dans les escaliers. « Mes hommages, madame. J'ai découvert cette chose en montant chez Monsieur Green. Serait-ce un dentier ?» s'enquit Monsieur Abel en s'inclinant. Jérémie croisa les yeux vides de Monsieur Abel. À la lumière du jour, l'homme s'apparentait plutôt à un songe creux qu'à Nosferatu le vampire. Rien dans son comportement n'indiquait qu'il se souvenait de l'avoir surpris déguerpissant de chez madame Lequindre. « La vapeur vous sort des naseaux, mon vieux. Vous avez le cerveau en surchauffe » ricana Tourtel. « Bien sûr que c'est un dentier. » « Où était-il » demanda Adrienne. « Presque au niveau du 3e palier. Il manque une molaire. »« C'est pas commun d'égarer ce genre d'outil, » remarqua Tourtel. « Ça advient surtout avec des gants ou des parapluies. »« Moi, en 2 ans, j'en ai paumé 5, » déplora M. Abel. « Paumé quoi ? Des parapluies ? » « Je suis convaincu que madame Lequindre en porte un. Elle a un sourire dentifrice, dit Pélissier. « Je l'ai jamais vu sourire, » murmura M. Abel. « Peut-être parce qu'elle ne le met pas en permanence. Le soir, elle doit le plonger dans un verre d'eau avec une solution spéciale, sinon elle risquerait de l'avaler. Si seulement ça lui coupait la chique, jeta Pélissier. « Dans un verre, vous pigez ?» railla Tourtel. « Rarement dans un escalier, parce qu'en général, un râtelier, ça se place à l'intérieur de la bouche, ça coûte cher, on en prend soin. » Voilà, entre autres. Voilà. Donc on trouve un dentier effectivement en plus dans cet immeuble. On trouve un dentier qui appartenait peut-être à cette madame Lequindre qui a disparu en fait. Et ensuite on va croiser dans cette histoire, on va croiser aussi une dame pipi au café Brébeau. Alors est-ce que le café Brébeau, est-ce qu'il existe? Il existait en tout cas. Oui, cette dame pipi, elle a travaillé elle était ouvreuse au théâtre des Variétés. Et elle apprend à Samy des choses que je ne peux pas révéler parce que ça nous amène à la résolution du mystère. Mais elle est un petit peu aussi, elle a son franc-parler, elle ne se laisse pas faire par les clientes. On croise aussi on croise beaucoup de musique classique aussi. Il y a tout, il y a le classique, il y a le jazz. Ben oui, parce que Camille, la maîtresse de Jérémie, est une pianiste, mais classique, elle. Tandis que Jérémie, lui, c'est le jazz qui le passionne, notamment le ragtime, mais aussi le black bottom, le shimmy, le charleston, ce qui nous a conduite à nous intéresser à ces danses que nous ne connaissions pas. Donc c'est assez acrobatique. Tout à fait. Ouais, c'est quand on voit des petites vidéos, on voit un peu l'énergie qu'il fallait et le rythme pour tenir le coup. Ouais, donc voilà, ça donne envie quand même. J'espère qu'on donne envie à nos auditeurs de découvrir votre bouquin. Écoutez, j'espère. Écoute plutôt, piquez-coup. Nous, c'est notre 4e. On est déjà dans le 5e. Donc on peut dire que le premier, c'est le pas du renard. Après, il y a la femme au serpent. Puis la poule aux œufs d'or. Et maintenant, donc les nids de l'hirondelle. Il y a toujours un nom d'animal. On est parti sur cette idée-là, en fait, alors que dans la série précédente, c'était des noms de rues, des noms de Paris, des lieux de Paris. Parce que la série précédente, on peut le rappeler, mais je pense que nos auditeurs sont au courant, c'était la série des Victor Legris, donc 12 années de vie parisienne de 1889 à 1900. Et d'ailleurs, Victor Legris fait une petite apparition dans ce bouquin. Il apparaît, alors je ne veux pas trop révéler pourquoi il apparaît, mais il apparaît, et brièvement, C'est pas le Victor Legris héros des 12 premiers, mais il apparaît et il est lié d'une certaine manière à Jérémie. On peut préciser aussi, donc il y a un 5e en préparation. Alors il y a un 5e en cours, on ne sait pas s'il y en aura un 6e, en fait à chaque fois on se dit on arrête et puis on verra. Ça dépendra un peu ça dépend des idées, ça dépend aussi de l'éditeur, est-ce qu'ils ont envie, est-ce qu'ils n'ont pas envie. Les goûts changent vite, donc on ne sait pas. Ouais, donc 1926. Mais là, on sera en 1926. Non. Si, oui. On sera en 1926 dans le prochain. Donc pour 2021, et 2022. On démarre à la mi-carême, pendant la mi-carême de mars 1926.
ce serait probablement, si tout va bien, parce que on peut préjuger de rien, ça serait avant l'été, juste avant l'été 2022. Ça fait bizarre de se projeter si loin. Et je vais juste revenir sur la couverture du livre, parce que ces livres sont magnifiques, en fait. Oui, les donc tu peux nous parler de l'illustrateur? Alors, nous ne le connaissons pas. Tout ce que nous savons, c'est qu'il s'est inspiré de Barbier, de l'illustrateur Barbier, qui était un illustrateur très connu à l'époque Art déco. Et il invente un petit peu, il remet en scène avec beaucoup de couleurs, et c'est très fin, c'est très joli. Là, on voit une hirondelle qui se profile pour quand même justifier le titre. Et alors que la série précédente, c'était très différent. Les tableaux étaient des tableaux de Jean Béraud, qui étaient donc plus axés sur la période 1900. Là, on est dans la période Art déco. Ouais. Et les 4 bouquins sont illustrés par le... C'est le même. Voilà, Nicolas Galli. Nicolas Galli. Bon, voilà, j'espère qu'on donne envie de lire le bouquin, de le découvrir. Nous l'espérons, parce qu'il n'y a pas beaucoup de publicité, donc ça peut ne fonctionner que par le bouche à oreille. Bon, en tout cas, on peut le trouver quand même en librairie. On le trouve. Bon, merci beaucoup. Merci à toi, merci à Radio Soupente que nous soutenons. Merci les sœurs Claude Isner. C'est ton rêve joli. J'ai deux amours, mon pays est Paris. C'était J'ai deux amours, interprété par Joséphine Baker, donc cette débutante qui apparaît en 1925, donc dans le dernier roman de Claude Isner, même si cette chanson J'ai deux amours, je crois, date de 1931. Ouais.
Bah oui, parce qu'en 1925, c'était quand elle dansait avec son régime de banane. Et vous êtes toujours, et bien entendu, et on l'espère, sans trop y croire, mais quand même, que vous êtes toujours à l'écoute de Radio Sud-Pente, la station de Rapin 100 fois 100 loi 100 courbettes, l'émission Racaille du 9 février 2021, qui va bientôt se faire ses poucous, où nous avons évoqué les œuvres et la rencontre avec Teresa Lockman, une graveuse pas ordinaire du tout, peut-on dire. Et puis aussi une petite interview de la galériste où expose Teresa, et puis un entretien avec Claude Isner qu'a mené ma camarade Pikikou. Ouais, alors on va parler des expos. Alors on va profiter que les galeries sont ouvertes pour l'exposition Teresa Lockman, donc c'est jusqu'au 28 février. On a rencontré aussi Ghislaine Verdier pour la galerie L'œil de la femme à barbe qui est un partenariat avec la galerie Claire Corsia et donc qui expose les œuvres de Barbara Antuono. Ce sont des créations textiles au 323 rue Saint-Martin et c'était une très belle rencontre à laquelle on va peut-être consacrer notre prochaine émission d'ailleurs. Tout à fait. Donc ça c'est pareil, c'est une exposition qu'on peut voir jusqu'au 27 ou 28 février. Donc voilà, ça fait un petit peu quand même d'œuvres à aller voir en vrai, sachant qu'en plus Ghislaine Verdier est vraiment une galeriste très sympathique et accessible, quoi. Oui, un peu le style de Paula Dardouin, enfin dans l'accueil, dans ce côté chaleureux, voilà. Et puis il y a toujours Thomas Hoth à la galerie Martel. Voilà. Mais il y a aussi il y a Agathe May. Alors Agathe May, j'aimerais bien qu'on la découvre. Le miroir aux alouettes, c'est une graveuse. C'est la galerie Putman au 40 rue Quincampoix. Donc là, bien sûr, les galeries, ça a l'avantage en plus d'être ouvertes, d'avoir des entrées libres. Donc ça, c'est jusqu'au 13 mai. Et pour les amateurs de David Hockney, c'est jusqu'au 27 février. 10h30, 18h, sauf le lundi et le dimanche, à la galerie Le Long, 13 rue Téhéran, dans le 8e. Ma Normandie, donc c'est la gloire au pommier de la Normandie, c'est les dernières œuvres de David Hockney dans sa résidence normande, quoi. Malheureusement, on ne fréquente pas cet arrondissement, alors on vous en parlera pas plus. Le culturel de la semaine. Oui, alors, tout de suite, j'ai fini Villon de Lequeux, j'ai passé le cap difficile. De Tollet. Hein? De Tollet, Jean Tollet. Ah oui, pardon, de Jean. Moi, je me mélange des crayons. De Jean Tollet, oui. Pardon, monsieur Tollet. Le Villon de Jean Tollet, voilà, j'ai passé le cap difficile qui concernait le viol et le viol de son amoureuse par des coquillards, quelque chose d'atroce, enfin, surtout la suite. De ce moment d'une violence extrême. Voilà, je suis allé jusqu'au bout, jusqu'au moment où il est banni de Paris, Villon, et où il disparaît de l'histoire. Voilà, parce qu'il avait dit en quittant Paris qu'il n'écrira plus un seul vers, et il semble que ce soit vrai puisqu'on n'a rien trouvé après de ses écrits. Voilà, je conseille pas du tout ce livre à des auditeurs ou des auditrices plutôt qui seraient un peu sensibles parce que c'est extrêmement violent de la première à la dernière ligne. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Parce que quand Villon part de Paris, il est banni pour 10 ans de Paris et on lui vous savez, les prostituées à cette époque-là, on les brûlait au fer rouge pour leur imprimer une fleur de lys dans la chair, et lui c'est un P de bannissement de Paris sur le front, carrément. Encore la fleur de lys, elle était cachée avec les vêtements, mais là sur le front, à moins de se mettre un linge qui jusqu'à la frontière avec les sourcils, mais autrement vous l'avez sur le front. Bref, voilà, je sais pas faire la part dans ce livre de la réalité ou du fantasme. J'aimerais bien en connaître un peu plus sur ce que l'auteur a
a voulu faire, dire, écrire vraiment sur Villon. Voilà. Mais en tout cas, vu ses sources bibliographiques à la fin, je pense que c'est très documenté. Tout à fait, oui. Et vraiment, ce 15e siècle à Paris, je rappelle que c'est la fin de la guerre de 100 ans. Et que le livre débute avec la crémation de Jeanne d'Arc à Rouen. Et c'est déjà... c'est une histoire... J'avais jamais lu comment, quand on brûlait quelqu'un sur un bûcher, ce qu'on faisait à la fin de ce qui restait de son corps. Il y avait le bourreau qui cassait les os, qui était encore debout, etc., qui réduisait tout ça en miettes, et puis après on balançait ça dans la Seine, surtout pour Jeanne d'Arc, parce qu'il fallait pas qu'il reste un petit bout d'elle qui aurait pu se transformer en relique. Voilà, alors moi j'ai lu le petit opuscule de Barbara Stiegler de la démocratie en pandémie. J'en avais parlé lors d'un presse-papier. C'est sorti dans la collection Tract chez Gallimard. Ça coûte 3,90 € pour une 30aine de pages. Et c'est vraiment, ça complète ce que je racontais dans le presse-papier sur son analyse effectivement de ce qu'on vit actuellement, de la crise sanitaire, mais avec un regard critique et une analyse assez intéressante au niveau social et sanitaire et l'impact sur la population, quoi. Le cinéma. On a regardé un film sur Arte Replay, un truc dur qui s'appelle Styx de Wolfgang Fischer, un film de mars 2019. Une jeune femme d'une quarantaine d'années qui est médecin urgentiste et qui pendant un temps de congé prend son voilier toute seule avec ses provisions et qui décide d'aller dans l'île de Darwin, à la baie de Gibraltar. Ouais. Et elle part dans l'île de Darwin découvrir un peu ce qui est l'île de l'Ascension, voilà. Et c'est au nord de Sainte-Hélène. Et là, Darwin a planté une forêt entière et on la voit qui prend ses bouquins et qui rêve d'aller découvrir un peu ces paysages idylliques. Et en fait, pendant la traversée, elle va subir, il y aura une tempête assez forte. Et un matin, elle va découvrir un bateau au loin avec des migrants. Un cargo. Elle est sur un voilier de 12 mètres en plastoc, là, vous savez, ces voiliers modernes, là. Voilà, tout confort et tout. Hein. Bon. Et oui, après une nuit de tempête dingo, hein, avec des vents de force 12, je ne sais pas si vous voyez, et bien oui, elle voit au large un cargo à l'arrêt, et elle entend des cris. Et à partir du moment où les gens du cargo ont vu ce voilier, ils se jettent à l'eau, probablement pour rejoindre le voilier, je ne sais pas, mais ils ne savent pas nager pour la plupart et ils coulent direct. Voilà. Et alors elle prend contact avec les gardes-côtes, etc. Et là, c'est vraiment atroce, parce que quand on voit l'égoïsme, les tracas administratifs, etc., qui passent avant le sauvetage de ces gens, c'est quelque chose d'effroyable. Moi, je m'en suis vraiment... Ça m'a tellement déglingué que j'en suis encore aujourd'hui, plus d'une semaine après, encore pas très bien sur mes calques. Ouais, donc je sais pas si c'est encore en replay, faudrait regarder. On a regardé aussi, alors là, un film sur un artiste qui s'appelle Vladimir Velikovitch, c'est sur les mutins de Pangée, ça s'appelle Le choix du noir, et ça nous a fait découvrir pendant une 50aine de minutes qui était cet artiste yougoslave qui est venu travailler à Paris, et qui a consacré sa vie à peindre, je crois, un Arcueil dans un grand atelier, un peu toute l'horreur de l'humanité aussi, quoi. Oui, là aussi, vraiment, ce n'est pas à conseiller à ceux qui sont déjà dans un état dépressif avancé, hein, voilà, parce que c'est quand même assez exceptionnellement noir, pas simplement de couleur, parce qu'il y a du noir, du gris, etc., ça peut être très beau le noir, mais bon, les sujets par contre, ils sont, c'est d'un morbide assumé, mais difficile, comme disait Dominique, quand on regardait ça, disons, quand on se réveille le matin avec un truc comme ça, à regarder dans sa chambre à coucher, ça va quand même être un petit peu difficile. Ouais, donc on le voit travailler dans son atelier. Alors Vladimir Velikovitch est né en 1935, et en fait tout petit, il a vu son village bombardé lors de la Deuxième Guerre mondiale, ouais. Et apparemment il en est resté traumatisé, quoi. À vie, donc il va vraiment peindre tout ce qui concerne la mort et toute la maltraitance humaine, les corbeaux, enfin, et
ce qui est étonnant, c'est que nous, on n'a pas complètement accroché sur son travail. Non. En fait, il n'y a pas eu l'émotion Non. qu'on aurait peut-être pu attendre d'une peinture aussi dramatique. Voilà. Mais aussi, on peut expliquer ça des fois parce que trop, c'est trop. Il y a aussi dans la création artistique, il y a des praticiens qui voilà, ils en rajoutent. C'est pas ça, de mon point de vue en tout cas. Je pense que la création, c'est éliminer. Voilà, pour qu'il ne reste que l'essentiel, que l'essence, etc. Quelqu'un comme cet artiste, lui, il rajoute. Il ne peut pas s'arrêter de faire. Voilà, ça devient des cataplasmes, son truc, son travail. Voilà. Bon. Et puis on est d'une certaine manière submergé par ce noir. Et puis on ressent plus rien, c'est une anesthésie totale. Ouais, on n'a pas été complètement pris par sa peinture, mais ça nous a fait découvrir cet artiste qui explique son travail. Lui a l'air d'être quelqu'un de vraiment, c'est un artiste dans toute, vraiment un artiste quoi, qui parle de son boulot, qui s'y consacre complètement, qui a donné des cours. Je sais plus si c'est aux Beaux-Arts. Oui, bien voilà, sûr. qui est quelqu'un de très intéressant. Oui, ça aucun doute. Il parle très simple. Si sa peinture était aussi intéressante que son discours, ça serait un bon point pour lui. Mais de notre point de vue, c'est pas le cas. Voilà. Et dans les dernières nouvelles sorties apparemment, donc il y a une chaîne qui s'appelle Culture Box. On nous a parlé à plusieurs reprises. Qui va essayer de combler les manques culturels qu'on subit actuellement et qui est sorti sur le canal 19 de la TNT, mais qu'on peut voir aussi sur France.tv. Alors on n'a pas encore expérimenté cette chaîne. Bon, est-ce qu'il faut autant de choses pour faire des placebos de culture? Parce que non, on ne doit pas se nourrir que d'ordinateurs. Il ne faut pas qu'on ait l'impression d'être suffisamment nourri. Il faut qu'on garde encore cette envie quand même d'avoir envie de voir des œuvres en vrai, de se déplacer. Oui. Après, bon voilà, c'est une plateforme supplémentaire pour avoir accès à une plateforme artistique supplémentaire. Tout à fait, parce que si vous voulez, il y a des très beaux films sur la nature, etc., où il y a des arbres, moi j'adore les westerns, parce que dans les westerns, il y a souvent des paysages dingos, mais ce sont des images, c'est pas réel. Je ne sais pas si vous avez déjà tout mis votre main sur un tronc d'arbre. Il y a différentes écorces, c'est pas toutes les mêmes. Mais nous, quand on va souvent se balader à la Mare-aux-Fées, à cet endroit mythique à Fontainebleau, et là il y a un chêne qui s'appelle Murgère, du nom de celui qui a écrit la Bohème, là. Et il doit avoir 3 ou 4 siècles, Murgère. Et nous, on ne peut pas s'empêcher d'aller le tripoter quand on arrive là. Il nous arrive même d'étendre nos bras en essayant de tenir son tronc. Et voilà, on ne pourra jamais remplacer, si vous voulez, une image électronique. Voilà, ça ne peut jamais prendre la place d'une peinture. Comme le disait ma camarade il y a quelque temps, voilà, qu'on avait besoin de peinture, on a besoin d'aller dans les expos, dans les musées, etc. Ce qu'on a vu dans cette galerie Kaléidoscope là, samedi, les œuvres de cette graveuse, bon, on peut les voir, ils sont sur le net, hein, elles sont sur le net, mais là, on les a pas touchées. Hein. J'aurais bien aimé toucher, mais enfin, j'ai pas touché. Eh ben, elle en a fait des sculptures pour certaines, magnifiques, hein, mais voilà, on peut pas les toucher vraiment, enfin, ou subrepticement, mais bon, on a l'impression qu'on pourrait. Elles sont là en tout cas. Voilà. Ouais. Bon bah voilà, on a fait un petit peu le tour de tout ce qui s'est passé cette semaine, une semaine assez dense finalement, artistiquement parlant. Oui, bah, puis on fera en sorte que ça continue, parce que si les musées sont fermés, les galeries sont ouvertes. Et alors, c'est comme les petits commerçants, ils sont ouverts. Les grandes surfaces de plus de 20 000 m² fermées, mais les petits commerçants sont ouverts. Voilà. Bon. Vous écoutiez donc notre émission Arca sur Radio Sous Pente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, qui émet depuis un garni et diffuse sur internet à racaille.fr. Et je salue nos amants
Claude et André de la Nation, Karine de Montigny, une artiste, Karine, je ne sais pas si vous... mais alors qui adore les animaux, et qui a un petit peu qui fait... bref, elle adore les animaux. Je pense pas qu'elle aime les hommes autant. Marie-Christine Péguet, notre graveuse du Sud, là, de Pugeot dans le Gard, mais qui va se déménager, s'est acheté une petite maison en Cévennes, et elle va aller y habiter et déménager son atelier là-bas aussi. Elle a bien de la chance. Claude et William, nos potes de Brest. Glou, 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 glou. Salut voilà. Claude et William. J'espère que les ouïes, ça va toujours, quoi. Jean-Paul Souverain, notre peintre de coup de Kerbranche dans la banlieue de Dunkerque, un peintre émérite, un grand peintre de Schnorr. Claudine, la pote à ma camarade Piquet-Court. Jean Peluzzi du Val d'Oise, qui nous en boîte bien bonne, salut Géno. Corinne, notre tapissière chérie, dont c'était l'anniversaire, c'était dimanche. C'est dimanche Corinne Le 25 janvier, je crois. C'était dimanche. Ouais. On a fait la bamboula. Bon, on était 5, hein, monsieur le préfet de police. Pas plus. Et Joël, notre Arlésienne du Caire, on a eu des nouvelles par Corinne. Pareil, tout va bien là-bas, il est très content d'être au Caire. Bon, ça y est, il va faire un peu plus chaud qu'ici, quoi. Anne-Emmanuel et Frédéric, ils étaient là aussi dimanche, hein, on était 5, quoi. On a fait la bamboulade. Voilà. Juliette Planche, une graveuse en relégation à Rochefort-sur-Mer. On aime beaucoup, 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 beaucoup. Clément, un graveur qui partage son temps entre Montreuil et Vincennes, qui grave sur tout ce qui bouge, le Vincent Van Gogh de la gravure. Faut le connaître. Hein. Agnès Dubar. J'aimerais bien que... Parce qu'on en a parlé un peu avec l'artiste tchécoslovaque, là. J'aimerais bien une confrontation entre les deux, ça serait intéressant. Agnès Dubar, notre graveuse qui était dans l'Ariège, mais qui doit déménager en Bretagne du Sud, une graveuse, quelque chose, attention. Thierry Morciot, graveur belge. Colette, Jacqueline et Nicole, un triumvirat de nana, hélas veuve d'artistes, méritants et émérites même, et elles consacrent leur vie à faire vivre la mémoire de leurs hommes, enfin surtout de leur création. Liliane et Laurence, hein, c'est Claude Isner, voilà, deux écrivaines qui ont la pêche de frangine, dont ma camarade Piquet-Court a évoqué le dernier livre qui a été édité récemment. Ouais, enfin, je me patouille. Geneviève, notre sorcière bien-aimée. Michel Pellouel, un peintre émérite aussi. Mon voisin du dessus, avant, quand j'étais en dessous, mais j'y suis plus. Mais enfin, il est toujours là. Marie-Christine et Christophe, deux militants chez Militants qui militent. Cécile, tu la sens, ma 5e puissance. Mais oui, ma Cécile, on la sent, ta 5e puissance, et on t'aime. La Rousse flamboyante, qui est maintenant une blanche. Bon, qui anime aussi 2 émissions d'une radio dont on ne vous parlera pas, mais des émissions magnifiques. José Arthur, du mélange, même punition, même motif. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourg-Marlotte, dont on a découvert les œuvres chez Florence Quenu. La libraire, une librairie magnifique à Bourg-Marlotte, voilà. Colette et Alain, des mécènes gentils. Christophe Dilulu, commissaire-priseur. Dominique Paulade Ardouin, une galériste, hélas, aujourd'hui disparue, mais qu'on aimait beaucoup, et qu'on regrette beaucoup, et qu'on n'est pas tout seul, parce que tous les jeunes artistes qu'elle exposait, et voilà, qu'elle aidait à entrer dans ce métier pourri, bon. Marie-Pierre, Dominique, on te salue. Marie-Pierre, qui est le docteur mécène aussi, qu'on aime beaucoup. Aussi,
Et Marie Dognaud, Marie Dognaud, de la galerie Vagabonde, où nous sommes allés samedi avec ma camarade pour voir les œuvres de Teresa Lockman. Alors Lockman, ça vient, il n'y en a que 17 en Tchécoslovaquie, des Lockman, et ça vient, l'origine, c'est l'Alsace, la forêt alsacienne, parce que ça a un rapport Lockman avec la forêt. Voilà. Le forestier, ouais. Le forestier. Voilà. Oh bah dites donc, tout ça rien que pour vous. Hein. L'émission est à l'écoute sur notre blog arracrète.fr, toujours. Hein. Et on va se finir avec Faut vivre de Mélisse. Salut à tous. Salut. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut pardir et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue l'enfant mort, s'il peut parfois remuer encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.